Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 5 février. Conférence de presse sur la nouvelle carte électorale de la députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier. La première rencontre d'information et d'échange intitulée Cap sur les aînés, une invitation de la ville de Passepébiac. Le collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs demande une rencontre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux. Le tournoi annuel de curling de la Fondation Linda Lamar Brown. Le concours d'écriture du journal Graphici de cette année. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, vendredi le 3 février dernier, nous étions invités à une importante conférence de presse portant sur la nouvelle carte électorale. Voici donc le message de la députée de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Leboutillier. Comme vous avez pu le constater mercredi après-midi, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec a déposé son rapport devant le Parlement. Je dois vous dire que sans surprise, moi, là, je vais continuer de m'opposer catégoriquement à l'abolition d'une des 4 circonscriptions fédérales de l'Est du Québec. Si on retourne rapidement en arrière, j'aimerais rappeler que dans les années 90, la région comptait autrefois 5 sièges au Parlement avant de passer à 4 et maintenant, on n'en propose que 3. Ce déclin doit cesser et la région ne se laissera certainement pas faire. Avec tout le respect et l'indépendance que je dois à la Commission, il m'apparaît toutefois évident qu'elle n'a pas pris en compte la très grande majorité des propositions que j'ai soumises lors de ma présentation du 17 octobre dernier. Ces propositions relèvent cependant du gros bon sens et font consensus dans la région et elles méritent d'être prises en considération. Pas besoin de vous rappeler également que cette recommandation éloignera encore plus l'accès des citoyens à leurs députés et par le fait même à la démocratie. Indirectement, ce redécoupage aura aussi un impact sur la qualité des services offerts par les bureaux de comté aux entreprises et aux organismes du territoire. Comme vous le savez, notre circonscription compte déjà 2 fuseaux horaires, un archipel, 600 km de côte, 33 municipalités, 4 bureaux de comté séparés de 2 à 4 heures de route. Et ça, c'est sans parler de celui des Îles-de-la-Madeleine qui n'est accessible que par avion. Notre région est aussi confrontée à de nombreux enjeux aussi vastes que complexes. Je pense ici à l'éolien, aux pêches, au tourisme, à l'agriculture, la foresterie, les enjeux sociaux de l'assurance-emploi et sans parler de la forte appartenance historique des Gaspésiens et Madelinots à leur territoire. Et maintenant, la Commission veut en rajouter une couche en proposant d'annexer 2 nouvelles MRC, celles d'Avignon et de la Matanie. Ça représente en tout 22 municipalités qui, de plus, ont elles aussi leurs propres enjeux. Pour toutes ces raisons, il est plus qu'évident que l'abolition d'une circonscription dans l'Est du Québec est contre-productif sur le plan de la démocratie et de la représentation des régions rurales. Mon premier réflexe en consultant le rapport d'hier après-midi fut de contacter immédiatement ma collègue, Mme Christina Michaud, députée d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Je lui ai d'abord réitéré tout mon soutien et on s'est engagé d'un commun accord à ce que la région parle d'une seule et même voix. Cet enjeu dépasse toute partisanerie et je trouve qu'il est plus important que jamais de travailler ensemble pour le bien de notre région. Donc, maintenant, devant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Pour ma part, je reste optimiste. Cette proposition de redécoupage n'est pas coulée dans le béton et sera étudiée devant le comité parlementaire de la procédure et des affaires de la Chambre des communes au cours de l'hiver. Les députés auront l'occasion de se prononcer avant que le tout soit final. Je vous annonce donc que j'ai l'intention d'utiliser mes privilèges de député et de déposer une objection formelle au comité d'ici les 30 prochains jours. J'irai me faire entendre et je n'ai certainement pas l'intention de lâcher le morceau. C'est le poids politique de toute notre région qui en dépend. Et pour moi, là, c'est le poids politique, mais c'est aussi l'avenir de la démocratie.
Mercredi, le 15 février prochain, aura lieu au Centre culturel de Passepébiac la première rencontre d'information et d'échange intitulée « Cap sur les aînés ». Sandra Langlois, conseillère au siège numéro 5 à la ville de Passepébiac, nous informe à ce sujet. Il y a une invitation spéciale qui a été lancée pour le 15 février. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Oui, c'est l'événement Cap sur les aînés. C'est un projet pour nos personnes âgées, puis les proches qui les accompagnent. Ce projet-là part d'une initiative citoyenne qui est en lien avec notre politique familiale et MADA, Municipalité Amis des aînés. Cette politique-là s'est terminée en novembre, donc on met en œuvre nos projets, nos idées. Donc, le but de ce projet-là, ça va être d'informer nos aînés, les citoyens, des ressources existantes et des programmes qui leur sont destinés. Souvent, nos aînés ne sont pas au courant. Donc, cet événement-là va être le moment idéal pour venir chercher l'information. Ces événements-là vont toucher plusieurs sphères, que ce soit la santé, l'alimentation, le transport, l'aide à domicile, même la justice. Donc, plusieurs organismes vont être sollicités à venir présenter leur mission. Ils sont là, pourquoi? Les services s'adressent à qui? Où on doit s'adresser pour aller chercher ces services-là? Puis qui sont-ils, c'est sûr? C'est-tu comme un genre de salon pour les organismes, pour informer les gens? Oui, on peut dire. Les organismes, ça va être un moment idéal pour venir informer les gens de qui ils sont. Hein? Ils sont là pour qui? Puis, ce projet-là va être aux 2 mois. C'est un après-midi aux 2 mois. Donc, le 15 février, notre projet débute. C'est d'1h15 à 3h30. C'est au centre culturel. Entre les deux organismes, entre la présentation des 2 organismes, il va y avoir une pause café. Puis, c'est un rendez-vous. Il y a beaucoup d'énergie qui a été mise sur ce projet-là, sur cet événement-là. Beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Donc, on est toutes fébriles, là. On espère la participation de la population. Donc, pour nous, c'est un rendez-vous. On souhaite la bienvenue à tous. Le collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs joint sa voix à celle de d'autres groupes citoyens du Québec pour demander une rencontre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé. Caroline Hamelin, la porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, nous en parle. Comment se porte le service de sage-femme ici en Gaspésie? Pour l'instant, on est vraiment contente. Là. On a 4 sages-femmes qui pratiquent en ce moment au service ici. Puis les suivis ont augmenté vraiment de façon croissante depuis le début des suivis là, il y a quelques années. Fait que ça se porte très bien, surtout considérant là, le manque de main-d'œuvre au niveau des sages-femmes, surtout à l'échelle du Québec. C'est assez incroyable qu'on ait réussi là, à recruter 4 sages-femmes puis à les maintenir ici. Ça a beaucoup évolué dans les dernières années? Bien, depuis le début, au départ, c'est sûr, il y a eu une sage-femme qui a été embauchée pour mettre en place le service. Puis ensuite, là, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel là, et le temps de mettre vraiment une équipe en place. Puis là, c'est ça. En ce moment, maintenant, il y a 4 sages-femmes qui pratiquent. Puis nous, au niveau du collectif Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs, on accompagne, on a milité longtemps pour la mise en place du service sage-femme. Puis maintenant, on a accompagné le développement du service sage-femme. Puis on continue de militer là, pour le déploiement complet des services dans la Baie des Chaleurs. Puis là, dans la Baie des Chaleurs, il y a 3 sages-femmes puis 1 homme. Mais en fait, il y a 4 sages-femmes qui pratiquent au service de sages-femmes. Ça, c'est assez nouveau, là, qu'il y en a une 4e qui est arrivée. Puis au niveau de l'homme sage-femme qui est dans la Baie des Chaleurs, bien, il est embauché par Accès Sage-Femme Baie des Chaleurs. C'est nous qui sommes allés chercher du financement pour nous-mêmes là, mettre de l'avant le projet de lieu de naissance hors centre hospitalier. Donc, il est embauché par Accès Sage-Femme et non par le CIS pour vraiment développer des modèles qui pourraient être mis en place là, dans la région. Y a-t-il une augmentation du nombre de demandes?
Oui, on l'a remarqué depuis le début des suivis. Là, il y a vraiment eu une demande croissante. Là, puis je pense en fait que c'est vraiment du bouche à oreille au fur et à mesure qu'on en parle, puis qu'il y a de la promotion du service qui est faite, ce qui n'est pas fait pour l'instant par le CIS, mais plutôt par les citoyens puis les collectifs comme le nôtre. Mais là, ça fait vraiment que plus les gens apprennent sur le service sage-femme, qui est quand même une profession qui demeure méconnue au Québec, mais plus les services augmentent puis qu'il y a une demande croissante là, pour ces services-là. Là, il y a un beau centre à Caplan, qui est situé à Caplan, qui fait le suivi des naissances. Oui, c'est ça. En fait, de façon temporaire, initialement, les locaux, il y a eu des locaux qui ont été dédiés au service sage-femme à Caplan. Vous aviez couvert justement l'ouverture finalement, puis c'est ça, il y a des suivis qui sont donnés sur place, puis la responsable du service sage-femme, là, elle a son bureau là aussi. Puis là, présentement, vous vous êtes mis ensemble, plusieurs organismes, pour faire une demande à M. Dubé, au ministre Dubé. Oui, c'est ça. Là. Ce qui est plus d'actualité, c'est justement que, comme je le disais, depuis plusieurs années, nous, on travaille sur un projet de lieu de naissance en dehors de l'hôpital, un lieu de naissance alternatif à une maison de naissance comme on a dans d'autres régions. Donc, ce qui était prévu au cadre de référence, c'était vraiment que dans les régions où il y a des faibles taux de natalité, comme en Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, il n'y aurait pas de maison de naissance comme telle, mais qu'il y aurait une possibilité de développer des lieux de naissance en dehors des hôpitaux qui seraient vraiment campés là, sur la réalité du milieu. Puis, depuis que le cadre légal a été publié en 2015, ça n'a pas vu le jour nulle part au Québec. Là, ça n'a pas été développé. Puis, de notre point de vue, c'est vraiment important dans la région ici pour consolider le service sage-femme, pour la rétention des sages-femmes en place, mais aussi pour offrir le service à toute la population qui a à parcourir des grandes distances. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'est pas la seule région qui a commencé à travailler sur un projet de lieu de naissance hors centre hospitalier. Il y a aussi plusieurs autres régions au Québec, finalement. Donc, on est 6 collectifs signataires d'une lettre qui demandent, en fait, au ministère de les rencontrer parce que les projets qu'on a développés dans différentes régions sont vraiment différents, sont variés, sont adaptés aux réalités régionales. Puis, de notre point de vue, ils répondent vraiment au cadre légal, mais au niveau du ministère, on n'a pas de réponse positive, on n'a pas de soutien ni financier, ni au niveau du développement, vraiment de l'imagination de quoi pourront avoir l'air ces lieux de naissance en dehors de l'hôpital. Donc là, on veut vraiment on s'est regroupés pour obtenir une rencontre avec le ministère pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il prévoit mettre en place là, ces lieux-là qui étaient prévus au cadre légal. Et que contient cette lettre au juste? En fait, ça explique qu'on souhaite ensemble rencontrer le ministère pour d'abord faire valoir le besoin qui est encore très d'actualité là, des régions, puis pour montrer vraiment que ça émane des communautés. Là, c'est un besoin que les communautés au Québec expriment d'avoir accès aux services de sage-femme puis à des lieux comme ça pour donner naissance en dehors de l'hôpital. Le cadre de référence, comme je le disais, il date, mais le besoin est vraiment d'actualité, puis c'est ça qu'on veut réitérer pour s'assurer que le gouvernement travaille à mettre vraiment des actions concrètes de l'avant pour que ça voit le jour. Là. On travaille concrètement, nous, dans les régions pour le développer, mais on a vraiment besoin d'un maillage avec le ministère pour s'assurer que ça réponde aux normes, etc. Idéalement, la suite, ce serait quoi? Normalement, on voudrait que le ministère nous explique finalement la façon dont le type de modèles qui vont être acceptés, qu'on puisse aussi discuter avec lui d'un maillage financier qui va être possible. Parce que pour l'instant, tous les scénarios qu'on a imaginés demandent un financement récurrent et les partenaires financiers potentiels demandent aussi un appui du CIS, donc, et du CIS du ministère. Donc, c'est essentiel pour nous de discuter de maillage financier, de montage financier, puis de la façon comme telle que ça pourra prendre place. Est-ce que ça va être des locaux loués dans le communautaire par le ministère? Est-ce que ça doit être... quel type de locaux doivent être mis à disposition? Finalement, c'est d'avoir un peu plus d'encadrement sur cette idée-là de mettre en place des lieux de naissance. Est-ce que vous êtes confiante? Oui, absolument, parce que je pense qu'il y a vraiment un momentum, là, le fait d'apprendre qu'on est plusieurs régions partout au Québec, puis en plus, il y a d'autres collectifs aussi qui sont en train de voir le jour puis qui vont demander la même chose. Donc, je pense que c'est essentiel que le ministère il se positionne, puis en fait, on n'aura pas le choix là, de prendre une décision à ce niveau-là. Puis au niveau des régions, bien, le besoin est vraiment clair, puis il est soutenu partout. Donc, le fait de voir que la communauté à l'échelle du Québec demande des éléments similaires, on pense que c'est encourageant pour que le ministère y donne une réponse favorable. Les 10, 11 et 12 février prochains aura lieu le tournoi annuel de curling de la Fondation Linda Lamore-Brown. Nous avons rencontré Mme June Main, la vice-présidente de la Fondation, à ce sujet. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste la Fondation Linda Lamore-Brown? La Fondation Linda Lamore-Brown, c'est une fondation qu'on aide le monde qui ont à se déplacer en dehors de la région pour des traitements de cancer. Ça existe depuis 2002 et premièrement, pour vous aider, vous avez besoin de votre carte de membre.
La carte de membre, c'est 20 $ par année. Et pour un nouveau membre, il y a un délai de 3 mois avant qu'il peut utiliser sa carte. Après ça, on vous donne jusqu'à 1500 par année pour vos déplacements en dehors. À Rimouski, on vous donne 150. À Québec, on donne 200. Et Montréal, on donne 250 pièces par voyage. Moi, je vous donne un formulaire que le médecin a simplement à signer, puis vous nous le donnez comme preuve que vous êtes allé. C'est une fondation à non but lucratif, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'argent du gouvernement, on n'a pas d'argent du relais. La manière qu'on fonctionne pour faire notre argent, c'est en vendant des cartes de membres. On fait un levée de fonds par année, qui est un gros levée de fonds. Puis c'est comme ça qu'on peut aider les gens. Là, les gens, bien, ils peuvent prendre leur carte, mais à l'année, il n'y a pas de date. Là, mais c'est juste qu'il faut qu'ils renouvellent à chaque année. Oui. La carte de membre va de janvier à décembre. Même si quelqu'un vient puis prend sa carte, admettons, au mois d'avril, sa carte termine au mois de décembre. Pour qu'on ait un meilleur contrôle, il fallait qu'on le mettait comme ça. Mais n'importe qui peut avoir sa carte parce que c'est sûr que tu aides quelqu'un, là. C'est combien de personnes environ qui peuvent t'aider chaque année? Juste pour donner une idée, l'année passée, on a aidé 96 personnes. On a sorti au-dessus de 30 000 $. Par contre, on a juste rentré, c'est soit 22 ou 23 000. Les 3 dernières années, à cause de la pandémie, il y a beaucoup de monde qui a oublié de renouveler leur carte. Ça fait là, c'est eux autres qu'on essaie d'aller leur chercher. Il y en a qui l'ont renouvelé, il y en a d'autres qui ils l'ont pas renouvelé, mais ça reste à la personne. Puis, si tu es membre, puis tu as un enfant qui est malade, on demande d'abord qu'il y a un des parents qui est membre, on aide l'enfant. Puis, il n'y a pas de 3 mois d'attente. Si, admettons, tu es un nouveau membre, que tu viens de savoir que ton enfant, on l'aide tout de suite. Okay. Oui, ça, c'est beaucoup, là. Puis vous, ici, vu que vous côtoyez des gens qui ont le cancer ou qui veulent aider quelqu'un qui connaissent aussi qui ont le cancer, mais voyez-vous une augmentation avec les années des cas de cancer dans la région? Ah oui, ça augmente, c'est pas possible. Et beaucoup de jeunes. Cette année-là, c'est, je dirais, beaucoup de jeunes. Là, moi, je parle du monde en bas de 40 ans. Là, vous avez des activités de financement. Prochainement, il va y avoir c'est le tournoi annuel de curling. Oui, ça, on fait ça à tous les ans. On ne l'a pas fait pour les 2 ans de la pandémie. L'année passée, on l'a fait. On avait 11 équipes. Les joueurs étaient super. Ils n'ont pas pris de cadeaux. En plus, ils ont augmenté le prix qu'ils payent pour jouer, puis ils ont tout donné ça à la fondation. Il y avait 11 équipes, puis on a fait au-dessus de 6 000 pièces. Très, très bien. Là, on a notre curling, notre bonspiel, qui est la fin de semaine du 10 février. Et à date, on a 17 équipes d'inscrits, et on me dit peut-être 2 autres. La date limite à l'approche aussi. C'est le 7 février pour s'inscrire. Avec ça, on offre un service de bar, on offre un service de cantine. Il y a un déjeuner le samedi matin et le dimanche matin qui est au coût de 10 $. Mais le prix d'entrée, c'est gratuit. Les joueurs, eux autres, ils payent pour jouer, mais que tu viens voir quelqu'un qui joue, ça te coûte rien, là.
c'est gratuit. Puis, et si vous voulez faire des dons, en haut de 10 $, on donne un reçu. Ça fait, moi, je suis là toute la fin de semaine. On invite le monde à venir nous voir les joueurs. Eux autres, ça les encourage. Puis c'est pour une bonne cause. Puis s'il vous plaît, je vous demande de prendre votre carte de membre. 20 $, c'est pas cher. Puis on ne sait jamais la journée que ça nous touche. À vos plumes, crayons et claviers, le concours d'écriture du journal Graffiti est lancé. Philippe Garon, le porte-parole du concours, nous explique. Cette année, ce qu'il y a de beau, là, je trouve, c'est qu'on a redéfini un petit peu nos catégories. Et dans le fond, il n'y a personne qui est exclu. Tout le monde est concerné. Alors, il y a 3 catégories. Et dans le fond, la catégorie qui est peut-être la plus urgente, là, c'est la catégorie adulte. Je dis urgente parce que les dates limites de participation ne sont pas les mêmes, tout dépendant dans quelle catégorie vous vous inscrivez. Donc, la catégorie adulte, ben, ça le dit, hein, c'est pour les personnes de 18 ans et plus. Les textes qu'on recherche, c'est des textes de maximum 1000 mots. Et la date limite, quoique ça vous donne quand même le temps, là, on est le début février, là. Vous avez jusqu'au vendredi 24 février pour participer. La seconde catégorie, c'est la catégorie français langue seconde. Donc, ça concerne autant les adultes que les personnes de niveau scolaire et ça concerne autant les groupes que les individus. Donc, comme vous voyez, c'est très ouvert. Dans le fond, nous autres, l'idée, c'est qu'on puisse permettre à toute personne dont le français n'est pas la langue maternelle de participer au concours. Encore là, le maximum de mots qu'on recherche, c'est 1000. Ben, sachez que ce n'est pas obligé d'être à côté dans le maximum, là. Il y a de très bons textes de 300 mots qui peuvent être participants, là. Et là encore, la date limite, c'est le vendredi 24 février. La troisième catégorie, c'est la catégorie étudiant. Donc, ça concerne vraiment tous les élèves du niveau scolaire de 17 ans en descendant. Donc, que vous soyez au cégep, au secondaire ou au primaire, on va accueillir vos créations individuelles ou collectives d'un maximum de 500 mots, s'il vous plaît. Et là, la date est différente. Parce que dans le fond, les textes vont être publiés dans 2 numéros du journal. Alors, on a un petit peu plus de temps pour permettre aux jeunes de participer. Retenez comme date limite pour la catégorie étudiant le vendredi 5 mai. D'accord. Là, c'est sûr qu'il y a un thème, mais est-ce que les gens peuvent écrire, ça peut être de la fiction, ça peut être historique, ça peut être ça peut être à peu près n'importe quoi? Absolument. Parce que dans le fond, le style littéraire qu'on recherche, c'est un récit, mais le récit, c'est un style littéraire qui est très large. Ça peut autant être une histoire que vous avez vécue que quelque chose qui est inventé. Donc, le récit a cette particularité, cette beauté-là, c'est que oui, c'est un texte qui est en prose. Donc, la prose, on met souvent ça en opposition à la poésie, dans le sens où on est habitué à ce que la poésie soit écrite en vers, souvent rimée, mais ce n'est pas nécessaire, là. Alors que la prose, c'est plus l'écriture qu'on emploie dans la vie de tous les jours, hein, des phrases qui comprennent sujet, verbe, complément. Ça n'empêche pas quand même qu'il peut y avoir des tournures poétiques dans votre récit. Donc, comme vous pouvez le voir, le récit, c'est un style littéraire qui est très ouvert. Ceci étant dit, notre thème cette année, c'est le mot ailleurs. L'année dernière, on avait choisi le mot bulle. Ça se comprenait étant donné qu'on était encore en pleine pandémie. Mais là, pour 2023,
la situation s'est améliorée. Puis, ben, ça nous a donné le goût, justement, d'essayer de sortir. Ailleurs, c'est pas nécessairement de partir très, très loin. Si vous pensez à un ailleurs proche, c'est bien correct. Mais ça veut dire aussi que si jamais vous avez le goût de vous payer à la traite et de partir en voyage loin, 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 que ce soit un voyage que vous avez vécu pour vrai ou un voyage imaginaire, peut même être un voyage d'une autre galaxie, il n'y a pas de limite. Si les gens ont déjà participé dans le passé, est-ce qu'ils peuvent en participer encore? Absolument. Il y a pas de restriction sur le plan du nombre de participations. Vous allez voir, les règlements sont accessibles sur le site Internet du journal Graphici. Ce pas des règlements très, très compliqués, mais je vous invite quand même à aller les relire, les lire. Vous allez retrouver l'information qu'on a partagée ensemble aujourd'hui, mais comme ça, vous l'aurez sous les yeux par écrit pour être sûr concernant les catégories, le nombre de mots, et puis les dates de participation, puis bien sûr, l'adresse Internet à laquelle vous devez envoyer votre texte, parce que dans le fond, on prend les textes vraiment en format électronique, s'il vous plaît. Hein? On ne fera pas de dépouillement de courrier papier. Pour nous autres, ça nous aide beaucoup dans nos échanges avec le jury qui recevra vos textes. C'était un super de beau concours. J'espère que vous allez avoir beaucoup de participants. Oh, nous autres aussi, on a vraiment hâte de recevoir vos textes. Puis peut-être comme mot de la fin, parlez un petit peu de ce que vous courez la chance de gagner, parce que qui dit concours dit prix. Alors, vous en doutez bien, hein, on est un journal. Alors, les textes gagnants seront publiés dans les pages des éditions de mai et de juin du journal Graphici. Hein. Il y aura 2 textes en mai, 2 textes en juin, et puis il y a un montant de 1 000 qui va être alloué aux différents textes choisis. J'ai une petite surprise pour vous autres. Même si on a 3 catégories, notre jury a reçu comme consigne, parmi tous les textes reçus, de choisir un coup de cœur. Donc, dans le numéro du mois de juin, non seulement il y aura le texte gagnant dans la catégorie étudiant, mais il y aura aussi le coup de cœur de notre jury. Alors, les 4 textes gagnants recevront un montant de 250 $ comme prix pour leur œuvre. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura une soirée dansante pour souligner la Saint-Valentin au Club L'Amical, situé au 18 2e Avenue Est à Passepébiac, samedi le 11 février à 20h30. Lunch servi en fin de soirée. Bienvenue à tous. Votre télévision communautaire vous offre 2 bingos géants le dimanche 12 février. À 12h30, le jeu spécial double action à 1 000 $ en 40 boules ou moins, avec la deuxième partie qui est de 4 jeux, le tour du fruit, la lettre L, le haut, le bas de la carte, à 300 $ chaque jeu, et la carte pleine à 4 000 $. Et il y aura aussi un spécial Saint-Valentin. À 13h30, la carte pleine à 5 000 $. Bonne chance à tous! Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévague par courriel au courrier à commercialtélévague.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 5 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!